L'édition spéciale de France Info continue, bien sûr, avec des invités, avec des réactions aussi, avec des reporters ici et là pour vous faire vivre ce premier lundi après ce lundi après le deuxième tour des élections législatives. Bonjour Jean-Michel Apathy. C'est aussi le premier lundi, mais enfin il n'y en aura pas deux. Non, il n'y en aura pas deux. Non. Gilles Bornstein est là également et Guy Birenbaum est notre invité ce matin, maintenant, et ministre de l'Intérieur. Bonjour Gérard Collomb. Bonjour. Victoire du parti d'Emmanuel Macron, second tour des élections législatives, elle était attendue. Le mouvement La République En Marche aura seul la majorité, c'est une bonne chose? Oui, bien évidemment que c'est une bonne chose. Moi, je me souviens par exemple du temps où, dans le deuxième septennat de François Mitterrand, il n'y avait pas de majorité, où le ministre chargé des relations avec le Parlement était obligé d'aller faire le tour des députés pour essayer de compléter la majorité sur quelques lois. C'était quand même quelque chose de difficile et ça ne donnait pas forcément des bons résultats. Vous n'aurez plus d'excuses. Là, maintenant, là, je crois que nous sommes devant le défi. Nous avons la majorité, nous avons tout pour transformer la société. On ne pourra pas dire c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre. Non, nous sommes en responsabilité et nous sommes aujourd'hui comptables devant les Français. L'abstention est importante, 57% d'abstention constatée hier soir, ce qui a incité Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, chacun à leur façon, à faire un constat identique. Cette Assemblée nationale est-elle vraiment légitime? On les écoute. L'abstention massive fragilise considérablement la légitimité de la nouvelle Assemblée nationale et ce quinquennat débute sur de bien mauvaises bases. Cette majorité boursouflée qui est constituée à l'Assemblée nationale n'a pas la légitimité pour perpétrer le coup d'État social qui était en prévision. Le problème de la légitimité de l'Assemblée nationale est-il posé, Gérard Collomb? Si vous voulez, il ferait bien de se poser le problème. Parce que Marine Le Pen, par exemple, on lui donnait pour le premier tour de la présidentielle, quelquefois 30, 35, voire plus. Et puis on voit combien elle fait pour les législatives. Ça veut dire une partie de son électorat s'est évaporée. Et il en va de la même manière pour M. Mélenchon. Moi, je faisais des débats pour le premier tour. Il contestait le résultat de l'élection parce qu'il disait on est à touche-touche et c'est moi finalement qui vais être au deuxième tour. On voit bien que depuis, ça s'est un peu érodé. Ce qu'ils veulent dire, c'est que les projets que vous portez, parfois en rupture, parfois durs, n'ont été validés finalement que par très peu des Français inscrits sur les listes électorales, qu'il n'y a pas de véritable majorité dans le pays. Oui, je le comprends d'ailleurs. Si vous voulez, ça fait 10 ans qu'on promet aux Français, je dirais, tout et n'importe quoi, et qu'on leur dit demain sera meilleur. Aujourd'hui, ils veulent juger sur les preuves. Et donc, nous savons que c'est pas simplement sur les discours, sur ce qu'on va annoncer dans les prochaines semaines, c'est sur la réalisation et le changement de la vie quotidienne des Français. Soit nous réussissons en l'espace de 2 ans à faire que pour les Français, la vie s'améliore, soit nous serons renvoyés dans l'histoire comme nos prédécesseurs. Mais je pense que nous allons réussir. 2 ans, c'est le premier deadline, si je puis dire, que vous vous êtes fixé? Vous faites le premier grand bilan à 2 ans? Ah oui, je pense, si vous voulez, qu'il faut aller très vite. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'Emmanuel Macron a parlé d'ordonnance, parce qu'il sait que si on laisse se réaliser le temps normal d'une loi, il faut à peu près 2 ans. Ça veut dire que pendant 2 ans, les Français ne voient rien venir. Et eux, ils veulent voir venir le plus rapidement possible. On va rester sur le résultat d'hier soir. Évidemment, la victoire de La République En Marche est amplifiée par le mode de scrutin, le scrutin majoritaire. Est-ce que pendant cette législature, vous allez modifier le mode de scrutin et introduire, comme Emmanuel Macron l'a évoqué, une dose de proportionnelle? Oui, Emmanuel Macron veut à la fois diminuer le nombre de représentants à l'Assemblée nationale et en même temps mettre une dose de proportionnelle. C'est le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire vous, Gérard Collomb, qui en serait chargé? Oui, bien sûr. Et donc, il y a déjà quelque chose qui, dans votre tête, est fixé? Quelle dose de proportionnelle? Comment modifier les choses? Le nombre de députés? On est en train de faire travailler les équipes parce que cela demande toute une série de révisions. Par exemple, dans les petits départements, est-ce qu'il faut qu'il n'y ait plus de députés? C'est impossible. Donc, il s'agit de repenser l'ensemble du système pour pouvoir aboutir à ce résultat. Le nombre de députés pourrait diminuer de manière importante?
oui, il pourrait diminuer de manière importante. Ce n'est pas encore fixé. Plus d'une Si vous voulez, centaine. l'idée, c'est quand même d'aller plutôt vers un système de type chambre américaine, où on est Plus moins d'une nombreux, centaine. mais où on a plus de moyens pour travailler, pour contrôler. Et donc, il y a un vrai rapport qui se forge entre l'exécutif et puis le 300, législatif. 400 députés en tout, vous pouvez nous donner un ordre de grandeur? Non, aujourd'hui, non. Cela n'a pas été défini. Ce projet de loi, cette loi, pourrait-elle être ratifiée par référendum? Je n'en suis pas sûr. Si vous voulez, dans un Mais premier temps, vous ne l'excluez pas? dans un premier temps, on va chercher d'avoir une majorité dans cette Assemblée, d'en avoir une au Sénat. Puis, si évidemment on ne pouvait pas progresser, peut-être y aurait-il référendum. L'essentiel, c'est qu'effectivement on y parvienne. En tout cas, beaucoup avant vous ont promis l'introduction de la proportionnelle pour désigner les députés. Vous nous dites ce matin, Gérard Collomb, que ça sera fait. Nous allons le faire. C'est Vous comme allez le faire. sur beaucoup d'autres points. Beaucoup d'autres points avaient été promis par nos prédécesseurs. Nous allons essayer de les réaliser. Il court une rumeur d'un rallongement du mandat municipal auquel vous réfléchiriez pour regrouper des élections intermédiaires. Est-ce que vous avez une réflexion dans ce sens ? Non, ce serait bien évidemment que les élections intermédiaires soient effectivement regroupées, qu'on puisse avoir les municipales, les régionales ensemble, mais il n'y a pas de réflexion pour le moment. C'est juste un point de vue personnel pour l'instant, ça n'est pas un C'est projet un politique. point de vue personnel, c'est le point de vue de beaucoup de politologues qui disent mais tout cela fait beaucoup d'élections en même temps, pourquoi n'essaierait-on pas de les regrouper ? Est-ce que c'est pour lutter contre l'abstention, tout simplement, en fait, qu'il faut Bien regrouper, sûr, c'est juste ça? bien sûr, quand vous avez évidemment des enjeux qui sont capitaux, que vous avez à la fois l'enjeu de votre ville et l'enjeu de votre région, c'est vrai que ça vous donne davantage envie d'aller Et on voter. poursuit cette discussion dans une minute, il est 8h40 sur France Info. Victor Maté est là pour l'essentiel. Au moins 350 sièges pour La République En Marche d'Emmanuel Macron et son allié du MoDem. Le second tour des législatives marqué par cette abstention record de plus de 57%. Les Républicains obtiennent 113 sièges. Le PS n'a plus que 29 députés. 17 élus pour la France Insoumise, dont Jean-Luc Mélenchon, 10 pour le PC. Le FN prend 8 sièges avec les victoires notamment de Marine Le Pen, Louis Alliot ou encore Gilbert Collard. Les anciens ministres Marisol Touraine, Jean-Jacques Urvoas, Najat Vallaud-Belkacem et Mariam El Khomri sont tous battus. Tous les ministres actuels ont en revanche gagné. Manuel Valls, lui, conserve son siège à Évry pour seulement 139 voix. Victoire contestée. À noter enfin le départ de Jean-Christophe Cambadélis de la direction du Parti Socialiste. Dans l'actualité également, un mort et 10 blessés dans une attaque à la camionnette dans le nord de Londres. Un véhicule a foncé sur la foule près d'une mosquée tard hier soir. La police antiterroriste est saisie. Theresa May convoque une réunion de crise. Et puis au Mali, 2 morts, dont une franco-gabonaise dans un attentat contre un lieu de vacances très fréquenté par les étrangers tout proche de la capitale Bamako. France Info. Gérard Collomb est avec nous sur France Info jusqu'à 9h. Question Gilles Bernstein. Alors, question de légitimité pour le pouvoir, on en a parlé. Quelqu'un hier, c'est Jean-Christophe Cambadélis, a abordé un autre aspect, celui de la verticalité du pouvoir. On écoute celui qui est votre premier, pour quelques jours encore, votre premier secrétaire. Si vous Chacun êtes encore devine socialiste. que cette imposante majorité ne correspond pas à la réalité sociale et politique de notre pays. Le pouvoir absolu et concentré, exercé en toute verticalité, se heurtera à cette contradiction. Pouvoir absolu, concentré et vertical. Je crois que Jean-Christophe Cambadélis, mais ça ne m'étonne pas, n'a pas compris quelle était la démarche que nous voulions créer. Vous voyez, ce que nous voudrions réaliser avec La République En Marche, c'est pas simplement faire un parti vertical, comme l'était le Parti socialiste. Nous voulons essayer de pouvoir faire converger tous les créateurs dans ce parti, tous les innovateurs, à la fois les start-upers, les entrepreneurs, les culturels, etc., de manière à ce que ça soit un mouvement qui bouillonne et qui alimente l'exécutif. Vous avez très bien compris ce qu'il veut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a tous les pouvoirs. On a vu, il se décrète lui-même jupitérien. Tout procède de lui. C'est un monarque républicain fidèle à la Ve République. Est-ce que c'est sain ? On a vu que les meilleures époques, peut-être dans notre vie,
politique était celle où finalement il y avait un pouvoir fort, et celle où il y avait un pouvoir faible, ce n'était pas celles qui ont connu le plus grand développement de la France et le plus grand bonheur des Français. Finalement, lorsque De Gaulle a installé un pouvoir fort, il a permis effectivement à une république d'avancer pendant quelque temps. Là, il y a une véritable refondation de la vie politique qui est en train de s'exercer, et on en avait bien besoin, parce que finalement, sous les formes diverses, on était revenu à des formes de 4e République avec Macron, De Gaulle, même combat. Comment ? Macron, De Gaulle, même combat, Ah oui, même méthode. il l'a dit lui-même, de Ça manière suffit pas, totalement différente. Vous avez à un moment donné des refondations de la vie politique. Nous sommes dans celle-là. Non pas dans simplement l'alternance d'une mandature sur l'autre, mais une rupture profonde dans l'histoire politique. Comme quoi les temps changent, puisqu'au début de votre engagement, votre combat, c'était le combat contre la présidence du général de Gaulle. Mais comme quoi, on est bien obligé de regarder les grands faits de l'histoire. Et je ne sais pas si j'étais pour les grandes figures de l'histoire de France, mais je suis bien obligé de constater quelles étaient les grandes figures. Quelquefois, certains disent ce qui menace aussi Emmanuel Macron, parce que décidément, derrière la victoire, il y a peut-être beaucoup de menaces. Oh, il y a toujours beaucoup de menaces. C'est le culte de la personnalité. Et nous avons noté, Gérard Collomb, votre intervention, c'était le 7 juin dernier à Villeurbanne, qui a suscité quelques commentaires. On vous écoute. 39 ans, est-ce que ce n'est pas un peu jeune pour affronter le monde? Eh bien, mes amis, vous avez pu le constater. Non seulement il a affronté le monde, mais il a étonné le monde. Il a révolutionné le monde. Est-ce que vous n'en faites pas trop ? Ben là, on est en meeting, donc il faut chauffer la salle. Oui, d'accord. Mais d'une certaine manière, ce que je dis est totalement vrai. Parce que c'est vrai que dans la séquence diplomatique, beaucoup l'attendaient au tournant. Et que vous aviez un certain nombre de dirigeants qui se disaient... le petit Macron, il arrive sur la scène politique, on va n'en faire qu'une bouchée. Non, mais c'est pas ça. Vous dites qu'il a révolutionné, monsieur le ministre, il a révolutionné le monde. Il a été élu le 7 mai. Le 7 juin, il a révolutionné le monde. Oui. Je suis très admiratif et très respectueux d'Emmanuel Macron, mais franchement, c'est pas... si vous voulez, je vais vous expliquer pourquoi. Volontiers. L'Europe était en train de se défaire. Et on voit bien qu'il est en train de refaire un couple franco-allemand fort, qui permet de relancer un certain nombre d'initiatives sur la COP21, européennes. ça a moins bien Sur marché. le Brexit, il est en train de reprendre les choses en main. Moi, j'ai assisté à la rencontre avec Theresa May, et je peux vous dire que les choses changent dans la façon dont les Anglais, aujourd'hui, conçoivent le Brexit. Avec Poutine Emmanuel et avec Macron Trump, qui fait changer, je crois qu'il a affirmé des options extrêmement fortes, qui, vous allez le voir dans quelques temps, évidemment, ce n'est pas à l'instant T, vont faire changer la face d'un certain nombre d'événements du côté du Levant, par exemple. Là, par exemple, on va commencer à discuter Brexit de l'autre côté de la Manche. Vous pensez vraiment que la présidence d'Emmanuel Macron fait qu'on en discute différemment aujourd'hui de ce Brexit ? Oui, je pense. Il y avait d'un côté l'affirmation d'un pouvoir fort qui était celui de la Grande-Bretagne, sans finalement qu'on voit une Europe qui soit unie par rapport à ce Brexit. Et aujourd'hui, je pense que cette Europe est plus forte. Moi, j'ai rencontré par exemple Michel Barnier, qui est le négociateur pour l'Union européenne. Et pour lui, le fait qu'il y ait quelqu'un comme Emmanuel Macron qui apparaisse et qui soit un homme fort, lui permet de mieux négocier les accords. Vous venez de parler d'initiative du côté du Levant. À quoi faites-vous allusion? Une initiative de paix au Proche-Orient? Qu'est-ce que vous vouliez dire? Je voulais dire simplement, si vous voulez, que on voit bien que la politique française tâtonnait au Levant. Elle sera aujourd'hui beaucoup plus forte, beaucoup plus précise, en essayant de cerner les objectifs qui sont les objectifs français. Militaires. Les objectifs français, plus généralement. Parce que, si vous voulez, on voit bien que cette région du monde est une région extrêmement difficile, avec chacun qui sert ses intérêts. Les Russes servent les intérêts russes, les Turcs les intérêts turcs, les Iraniens les intérêts iraniens, et nous, on ne voit pas trop quels intérêts on servait
dans ce conflit où pourtant on est extrêmement engagé. Donc lui se pose cette question et dit il faudrait peut-être qu'on regarde les intérêts de la France. Deux résultats lors de ces élections législatives ont retenu notre attention. D'abord, Manuel Valls, dont on ne sait pas exactement s'il est élu ou pas à Évry. On écoute l'ancien Premier ministre hier soir. Ce soir, je suis élu avec 50,3% des voix et pour être précis, avec 139 voix d'avance. Vous avez connaissance au ministère de l'Intérieur d'irrégularités qui auraient entaché cette élection législative à Évry? Pour le moment, non. Mais moi, je me félicite que Manuel Valls ait été élu. S'il a été élu, il y a une contestation. J'étais de ceux qui prônaient qu'il n'y ait pas de candidat En Marche contre lui. On voit que s'il y avait eu un candidat En Marche, évidemment, il aurait été battu. Et je pense qu'il appartient à cette famille socialiste réformiste avec laquelle on veut travailler dans l'avenir. Vous pensez qu'il peut encore vous apporter quelque chose ? Je pense qu'il peut représenter demain quelque chose, et donc en particulier, si vous voulez, dans la majorité qui est en train de se former. Je pense qu'il viendra des gens du centre-gauche, des gens socio-réformistes, des gens de la droite républicaine, et que c'est tout cela qu'il faut faire converger. Et vous recommandez de l'accepter dans le groupe La République En Marche ? S'il le demande, pourquoi pas ? On a parlé, j'ai lu un papier en faisant un éventuel président de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça vous paraîtrait une bonne idée ? Je n'en ai jamais entendu parler que dans ce papier, mais pour le reste, c'est à Emmanuel Macron de voir. Je ne suis pas sûr qu'il ait forcément cette idée-là. Et la défaite de Najat Vallaud-Belkacem dans votre région, elle vous inspire quoi ? C'est une défaite normale à partir du moment où il avait choisi une autre voie. Vous voyez, dans un premier temps, elle est allée choisir donc le camp d'une primaire incertaine. Ensuite, elle a soutenu Hamon. Elle était très anti-Emmanuel Macron. Et donc, elle s'est fourvoyée dans une voie qui était une voie finalement très à gauche, alors que pour pouvoir gagner à Villeurbanne, il fallait savoir rassembler, et à l'évidence, elle n'a pas su rassembler. Il est 8h50 sur France Info. On se retrouve dans une minute, Victor Matet, pour l'essentiel. Avec plusieurs entrées remarquées depuis hier soir à l'Assemblée, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin, également 3 nationalistes corses. Plusieurs figures aussi chez les battus, NKM, Najat Vallaud-Belkacem, Myriam El Khomri, Marisol Touraine. La République En Marche obtient donc la majorité absolue avec au moins 350 sièges, dont 42 pour son allié du MoDem, suivent les Républicains, 113 sièges. Au total, 131 avec l'UDI. Le PS n'obtient que 29 députés, 17 élus pour la France Insoumise, 10 pour le PC et 8 pour le Front National. L'abstention, elle, bat un nouveau record, 57%. Moment fort de la soirée, l'annonce chahutée par Manuel Valls de sa réélection avec 139 voix d'avance. Sa concurrente de la France Insoumise va déposer un recours. Quant à Jean-Christophe Cambadélis, il annonce qu'il quitte la direction du PS. L'actualité également marquée par cette attaque potentiellement terroriste, dit le gouvernement britannique. Une camionnette a foncé sur la foule hier soir à Londres à la sortie d'une mosquée. Il y a un mort et 10 blessés, et puis au moins 62 morts au Portugal dans les feux de forêt de ce week-end dans la région de Leiria. 3 jours de deuil national vont démarrer. France Info. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, est avec nous sur France Info jusqu'à 9h. Jean-Michel Apathy. Vous avez dit d'une phrase, Gérard Collomb, que Emmanuel Macron allait s'occuper, bien sûr, parce que c'est important de voir qui, parmi les députés qui entrent aujourd'hui à l'Assemblée nationale, pouvait en devenir le président. Quel est le profil type du président de l'Assemblée nationale pour représenter la majorité qui a gagné hier? Ça vous arrache un petit sourire en coin. Hein. Il ne m'a pas fait de confidence. Si, il a dû vous en faire. Il a dû vous en faire et vous ne pouvez rien nous dire. La façon dont vous avez dit, ne pense pas à Valls. De l'Assemblée nationale. Non, c'est-à-dire, là, voilà, pour ceux qui n'ont pas l'image, votre petit sourire dément un peu vos propos. C'est évidemment une question importante, vous en convenez. Ah, c'est clair qu'aujourd'hui, pouvoir être le chef de groupe du groupe majoritaire est quelque chose de tout à fait fondamental. On l'a vu par le passé, et donc il faut quelqu'un qui ait du leadership et qui sache mener les troupes. Un chef de groupe, c'est une chose, président de l'Assemblée nationale, c'est autre chose. Les deux. Comment ? Chef de groupe, c'est une chose, mais président de l'Assemblée nationale, c'est autre chose. Donc, c'est deux qualités totalement différentes. Il y en a une où il faut avoir un peu de doigté,
et l'autre, au contraire, où il faut montrer de la fermeté. Donc, je conseillerais deux profils assez différents. Et évidemment, puisqu'on évoquait la présidence ou la manière dont Emmanuel Macron va présider la République, évidemment, c'est un peu lui qui s'occupe de savoir quelles sont les personnalités qui doivent accéder à ces postes importants. Dire qu'il ne s'en occupe pas serait mentir. Je pense qu'il s'en occupe un peu, mais il consulte très largement pour pouvoir décider. Mais sa voix compte double, triple, voire un peu plus. Alors, sa voix compte double, c'est pas mal. Gilles Manstein. Vous êtes ministre de l'Intérieur. La menace terroriste continue à planer sur la France, vous l'avez souvent dit. Comment sécuriser, par exemple, un événement comme le Tour de France ? Nous avons, comme vous le savez, à la fois prorogé l'état d'urgence et nous nous apprêtons à présenter une loi qui nous permette justement de sécuriser des événements comme le Tour de France. En quoi ? En quoi ? En quoi cette loi va vous aider ? En quoi ? Tout simplement, si vous voulez, parce que nous allons pouvoir continuer à faire un certain nombre de perquisitions, un certain nombre d'assignations à résidence qui nous permettront de pouvoir sécuriser de tels événements. Le Tour de France, c'est 21 ou 22 étapes avec des longs parcours d'accès libre. Comment on fait pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème ? Mais si vous voulez, les endroits les plus dangereux, ce n'est pas les endroits où vous passez, parce que vous avez vu le Tour de France déjà de nombreuses fois. Vous avez vu qu'on passe extrêmement vite. Non, c'est le village qui peut être dangereux, parce qu'autour du village se rassemblent beaucoup de gens. Et donc, c'est là où nous allons pouvoir sécuriser les grands événements. Le projet de loi que vous allez présenter va reprendre les éléments de l'état d'urgence pour les mettre dans la loi. Et certains disent qu'il y a là quelque chose de problématique au regard des libertés publiques. Ce que nous essaierons de faire, et je crois que nous y sommes assez bien parvenus, mais je en dirai plus dans quelques jours, c'est de trouver un équilibre entre protection et puis en même temps capacité à faire en sorte que les libertés individuelles soient totalement protégées. Vous voyez, toutes les lois que nous passerons en matière de sécurité pour le ministère de l'Intérieur seront des lois balancées, où on essaye de préserver la liberté individuelle, mais en même temps où on prend en compte la réalité du moment, qui est une réalité évidemment d'intenses menaces terroristes. Les arbitrages budgétaires vont être difficiles à rendre, tout le monde le dit. Boucler le budget pour 2017, puis prévoir un budget 2018 risque d'être problématique. Quels sont les besoins du ministère de l'Intérieur en matière budgétaire ? Ils sont relativement importants parce que, si vous voulez, moi j'ai découvert que le précédent ministère avait passé un accord sur le temps de travail avec les organisations syndicales, très consommateurs de postes. Et donc, ce que nous voulons, vous savez que Emmanuel Macron a dit qu'il créerait 10 000 postes dans la police et la gendarmerie, c'est que ça se voit dans les villes et dans les villages, qu'on voit effectivement avec la police de sécurité quotidienne, qu'on voit des gens qui soient dans les quartiers. Et donc, du coup, on change le mode qualitatif, de manière à ce qu'on n'ait plus une police simplement qui intervienne puis qui repart, mais une police qui maille un territoire. C'est très consommateur d'effectifs, et donc le changement va être profond. Vous allez remettre en cause l'accord trouvé sur le temps de travail ? Non, on ne va pas le remettre encore, mais en cause, mais on va essayer de faire en sorte de l'appliquer pour qu'il n'enlève pas sur le terrain un certain nombre de forces. Gilles Manstein. Autre sujet dans votre besace de ministre de l'Intérieur, le retour des djihadistes, souvent des jeunes Français qui sont partis en Syrie. Faut-il leur interdire de revenir sur le territoire français alors qu'ils sont français ? Et si oui, comment ? Quelle est votre position sur ce sujet ? De toute façon, certains vont revenir ou sont déjà revenus. Et donc, ce problème se pose. Non, moi, je pense qu'il faut effectivement faire œuvre de pédagogie. Et moi, j'ai demandé à un certain nombre de grands intellectuels spécialistes de la question de pouvoir former un groupe de travail sur ces problématiques si je puis dire, dédjihadisation, de manière à ce que l'on puisse ramener ces gens-là dans une vie normale. C'est une problématique extrêmement difficile, mais c'est une problématique à laquelle d'autres pays ont eu à faire face,
et qu'ils ont résolu à mener à bien. J'ai l'impression qu'il y a eu une inflexion dans le discours gouvernemental. Le précédent gouvernement était plus dur vis-à-vis de ces gens-là. On évoquait la déradicalisation des expériences qui ont existé. Dans ce sens. Oui, on va déradicaliser, mais si vous voulez, il faut donner un autre idéal. Vous savez, moi j'ai toujours pensé que les batailles se gagnaient évidemment sur le terrain, mais qu'elles se gagnaient intellectuellement à un moment donné. Et donc, il ne faut pas gagner simplement la bataille sur le terrain, il faut bien sûr gagner la bataille du renseignement sur le territoire, mais il faut essayer de faire passer d'autres idées dans la tête de ces jeunes. Merci Gérard Collomb d'avoir accepté l'invitation de France Info. Merci beaucoup, 8h58 sur France Info. À tout de suite.